Bien, bonsoir à tous. On est vraiment content de voir la salle aussi pleine, comme chaque fois d'ailleurs. Et bienvenue pour cet entretien avec Jean Jouzel, dont vous savez certainement déjà qu'il est l'un des experts du GIEC, le groupement international des experts sur le climat. Après une carrière importante sur laquelle on va revenir d'ailleurs, d'abord nommé au laboratoire de glaciologie, de géophysique de l'environnement, c'était le début. Je vous propose, avant de parler avec lui évidemment de tous ces très grands défis climatiques et environnementaux qui sont, j'allais dire devant nous, mais qui sont même déjà là, et je crois qu'il faudra le dire comme c'est. Oui. On va demander à Jean Jouzel d'abord de nous raconter un petit peu son parcours et comment, à quel moment s'est passé justement ce déclic vers les conditions climatiques, vers ces changements et ces préoccupations très importantes. Vous étiez d'abord directeur d'un laboratoire de modélisation du climat et de l'environnement, Jean Jouzel. Je vais revenir au début, mais bonsoir à tous. On peut partir d'encore plus haut même. Oui, bonsoir à tous et à tous. Merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée et à vous tous d'être là. Effectivement, comme le dit Dominique, c'est très agréable d'avoir beaucoup de monde. Voilà, alors, non, en deux mots, oui, ça me marque parce que ça fait... Je commence ma 50e année au CEBA aujourd'hui. Voilà, pratiquement, j'ai commencé ma thèse en 1968, juste après une école chimie de Lyon. CEA, donc, bien sûr. Voilà, commissariat à l'énergie atomique. Et j'y suis depuis... Voilà. Alors, pourquoi j'ai commencé tout de suite sur la glace. En gros, mon sujet de thèse, c'était sur la formation de la grêle. Donc la grêle, c'est de la glace. L'idée, c'est la même que pour les glaces polaires, c'est-à-dire que si on prend une précipitation aujourd'hui, qu'on analyse son contenu en isotopes, alors l'oxygène 18, l'eau c'est H2O, mais il y a de l'hydrogène lourd, il y a de l'oxygène lourd, et ce sont des isotopes. Et le contenu isotopique d'une précipitation aujourd'hui, de la pluie d'aujourd'hui et des celles de demain sera différente. Tout simplement parce que la masse d'air qui nous a amené ces précipitations a une histoire différente. En gros, disons, analyser les isotopes dans la glace, dans l'eau, nous permet d'obtenir beaucoup d'informations sur la façon dont disons, qui ont présidé, sur les paramètres qui ont présidé à la formation de ces précipitations, dont la température. Ainsi, dans la glace, en gros, plus il fait froid, moins il y a d'isotopes lourds. Et je ne vais pas être trop long, mais quand j'ai fait sur la grêle, plus on monte dans un nuage, plus il fait froid, moins il y a d'isotopes lourds. Et donc, quand on analyse les couches successives de grêlons, et on analysait vraiment des grêlons de 8 cm de diamètre, on reconstruit leur trajectoire. Et dans ce laboratoire... Et quand on étudie la glace comme vous l'avez fait, on arrive à remonter dans l'histoire du climat. L'histoire du climat, évidemment, sur la Terre, ce qu'on appelle le paléoclimat. Voilà, oui, mais c'est aussi grâce, il faut quand même citer aussi, comme beaucoup d'entre nous, nous avons souvent des gens qui nous aident ou qui nous aspirent un petit peu quand même. Moi, dans mon cas, c'est Claude Lorius. Dans ce laboratoire, je travaillais sur la grêle et il y avait Claude Lorius, donc, ils ont commencé à créer la glaciologie polaire en France et voilà, il m'a entraîné vers Claude Lorius, donc c'est quand même un grand monsieur. Pour ceux qui ont peut-être suivi, c'est le héros du film La glace et le ciel de Luc Jacquet qui est sorti il y a 2 ans. Voilà, ça nous a permis de monter sur les marches du Festival de Cannes. Voilà, donc j'ai rencontré Claude Lorius et après nous avons fait, effectivement, on a beaucoup travaillé ensemble et avec d'autres, c'est un travail d'équipe sur la reconstruction des climats passés. Nous sommes progressivement, là aussi c'est, bon je ne veux pas être trop anecdotique, mais j'ai envoyé un message à tous mes collègues. Il y a 30 ans, le 1er octobre 87, nous avons publié 3 articles dans Nature montrant le lien entre gaz à effet de serre et climat dans le passé. Donc c'est vraiment il y a 30 ans, oui c'était dimanche dernier, voilà. Et là, on va d'ailleurs revenir sur l'accélération, la vitesse absolument prodigieuse à laquelle tout ça s'est passé. Et puis on est au rendez-vous de l'histoire, Jean Jouzel, donc il est très important de montrer que l'histoire joue évidemment un rôle très très important dans ce que l'on constate aujourd'hui. Il faut la reconstituer pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est un peu ça la démarche. Ce qui nous a intéressés, c'est vraiment... on s'intéresse à l'histoire de notre climat, les derniers cycles glaciaires interglaciaires, et qu'est-ce que ça nous apprend qui puisse être utile pour comprendre le fonctionnement du climat et finalement ce qui se passe sous nos yeux actuellement. Bien, je vais vous citer des exemples. Bien sûr,
je dirais que cette découverte d'un lien entre effet de serre et climat dans le passé a été vraiment extrêmement important. Disons que les politiques s'en sont emparés. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance aussi de participer à la découverte des variations rapides du climat. On a montré qu'il y avait des variations extrêmement rapides à l'échelle d'une vie humaine, même de quelques décennies. Et donc, on se pose des questions sur la possibilité de variations rapides dans le futur. Par exemple, le niveau de la mer, eh bien, c'est très important de voir qu'il y a 125 000 ans, la précédente période chaude, le climat n'était que de 1 à 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Le niveau de la mer était entre 5 et 10 mètres plus haut, plus élevé qu'aujourd'hui. Ça prend du temps, mais c'est pour montrer qu'il y a une très grande sensibilité du niveau de la mer par rapport à des changements de température qui sont relativement peu importants. Mais tout de même, reconstituer l'histoire, c'est très important, c'est même indispensable, comme vous le dites, mais est-ce que cette accélération, justement, cette vitesse de la dégradation du climat était prévisible, même si l'on peut faire des modèles qui nous permettent d'anticiper? Alors, le premier qui a pensé, il s'appelait Arrhenius, puisqu'il est décédé, il a eu le prix Nobel de chimie, pas pour cela d'ailleurs. Et dès au début fin du 19e, début du 20e, on commençait à utiliser le charbon et il a dit, effectivement, le climat va se réchauffer et il prévoyait quelques degrés à la fin du 20e siècle supplémentaires. Et voilà, et en fait, il n'avait pas tort, mais ça ne l'effrayait pas, le fait qu'il soit suédois, il est peut-être pour quelque chose, mais disons, il ne prenait pas ça pour une catastrophe. Et effectivement, on ne l'a pas pris au sérieux ou... Non, et il a fallu attendre, disons, les premiers ordinateurs, la modélisation du climat après la Seconde Guerre mondiale, et puis les modélisateurs ont vraiment mis en évidence ce risque dans les années 70-80, montrant que si on doublait les quantités de gaz carbonique, nous irions, et nous en sommes toujours là malheureusement, nous irions vers des réchauffements de quelques degrés au milieu du XXIe siècle. Vous parlez de prix Nobel, je rappelle, je crois qu'on le sait, que vous l'avez obtenu, le GIEC, donc ce groupement d'experts sur le climat, vous l'avez obtenu en 2007, prix Nobel de la paix, ce n'est pas un prix Nobel scientifique. Oui. Et ça, c'est un point très important, en même temps qu'Al Gore, je le précise, l'ancien vice-président des États-Unis. Si je peux préciser, Dominique, quand même, bon. Ce qui s'est passé avant. Non, c'est un prix Nobel collectif avec le GIEC, mais je suis vraiment très heureux, j'ai aussi été très heureux. Donc, dans nos disciplines, il n'y a pas de prix Nobel. Et donc, en fait, il y a deux prix qui en gros, les remplacent. C'est un peu comme la médaille Fields pour les mathématiciens. Il y a la médaille Crawford qui a été obtenue par Claude Allègre, et donc moi j'ai eu le prix Vetlesen, donc qui est considéré comme le prix Nobel dans les disciplines des sciences de la Terre, en 2012, avec une américaine qui s'appelle Susan Solomon. Voilà, donc je suis vraiment du point de vue scientifique sur moi. Enfin, bien sûr, pour moi c'est beaucoup plus important le prix Vetlesen, mais on avait beaucoup de fierté collectivement pour le GIEC. C'est vraiment le sens est là. Si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, je pense réellement qu'un développement harmonieux de nos civilisations sera très difficile. Vous avez mentionné Claude Allègre, c'est peut-être le moment d'en venir au constat. Allez, disons un mot des climato-sceptiques. On sait que Claude Allègre en fait partie, et fait partie aussi quand même d'une communauté, je l'espère, en train de se réduire quand même. Oui, non? Oui, je crois. Face à bon, d'abord Mais en train de se réduire, pardon, mais qui fait confiance au fond à l'homme, se dit mais on y arrivera, on va bien trouver la solution. Oui. C'est ça qui vous pose problème? Oui, c'est ça qui me pose problème surtout. Mais alors, le premier point qui est important, c'est que le scepticisme en soi est quelque chose d'extrêmement positif. Il faut surtout pas. Enfin, c'est pas l'idée que. Moi, je trouve normal que. Enfin, disons. Vous voyez bien, il y a du monde ici, disons, à chaque fois qu'il y a des résultats sur l'évolution du climat, des catastrophes, même des résultats des laboratoires, les gens sont extrêmement intéressés. Et il y a une influence sur notre vie de tous les jours. La loi de transition énergétique est née de effectivement, de ce souhait de limiter le réchauffement climatique. Donc c'est important, c'est normal que des personnes nous disent « mais est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites, effectivement ?» Donc,
ce qui est important, c'est aussi à nous de convaincre, je veux dire. Donc le climato-scepticisme, par moment, j'ai envie de l'oublier. C'est aussi à nous de convaincre avec nos arguments. C'est ce qu'on essaye de faire, parce que malheureusement, les faits sont là, et je crois qu'on comprend bien les mécanismes qui nous emmènent vers des réchauffements climatiques importants. Donc c'est un peu ça, oui. je crois qu'il faut faire. Mais en fait, il y a deux formes de climato-scepticisme. Je vais donner une anecdote qui est peut-être déjà parue, mais qui, moi, m'a beaucoup frappée. Vous êtes d'une famille d'agriculteurs, Jean Jouzel. Votre frère est agriculteur. Oui. Quelle région de France, je ne sais plus. Janzé et Ille-et-Vilaine, pour ceux. Alors voilà, il y a le poulet de Janzé, par exemple. Donc il est agriculteur et il fait partie des climato-sceptiques. Oui. Ça ne doit pas être facile à vivre en famille. Si, ça va, parce que bon, mais c'est peut-être aussi une posture à un moment, mais non. Mais beaucoup d'agriculteurs, de paysans ont ce discours. Pourquoi? Ouais. On comprend pourquoi, parce qu'ils vivent avec le. Bien sûr, quand on parle, c'est difficile à expliquer. Je comprends très bien la difficulté d'admettre qu'1 degré supplémentaire, 2 degrés supplémentaires, c'est quelque chose d'important pour quelqu'un qui vit toujours dehors et qui, disons, subit les étés, les hivers, et donc il est très proche de, disons, il pense qu'il y a des cycles et tout cela, donc voilà. Mais non, on s'entend très bien, ceci étant. Il est quand même en train peut-être d'évoluer, de changer d'avis, non? Parce que pas beaucoup. Hein. Pas forcément. Pas forcément. On va quand même parler cet été 2017 que nous venons de vivre, qui est quand même un pic. Il y en a déjà eu, mais qui est préoccupant. Oui, alors là, j'ai été très surpris. Mais je ne sais pas, ici, on n'est quand même pas dans le sud de la France. Moi, j'étais très surpris. Il a fait chaud aussi, non, à Blois cet été? Très chaud. Alors. J'ai été très surpris quand j'ai dû commenter le fait que l'été 2017 était le 2e été les plus chauds en France depuis 150 ans, après 2003. Et c'est très surprenant parce que, bon, c'est vrai que on a passé nos vacances en Normandie et en Bretagne, c'est pas le sentiment qu'on a eu. Non, c'est. Enfin, je peux vous dire qu'en Provence, on l'a eu. Et je suis allé. Non, dans le sud de la France, c'était vraiment très chaud et très longtemps. Et donc, très longtemps et très tôt. Et très tôt. Très tôt, avec, on a bien vu déjà, bon, surtout le pourtour méditerranéen, 40 degrés au Portugal dès au mois de juin. Donc, effectivement, d'ailleurs, avec des incendies au départ. Oui, effectivement. Là, il se passe quelque chose. Alors, venons-en justement au constat, à la situation. Vous avez dit, mais on m'accuse parfois de faire du catastrophisme, mais je n'ai pas besoin d'en faire, c'est catastrophique. Oui, on y est. Oui, je le pense sincèrement. On n'a pas envie d'être de l'anxiété, mais c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grossir les conséquences du réchauffement climatique pour disons, vraiment comprendre que si on ne fait rien, eh bien ce sont vraiment des conséquences extrêmement difficiles, et on ne parle plus des générations futures, on parle des jeunes d'aujourd'hui. Disons, on va se projeter quelques instants dans la deuxième partie de ce siècle. Donc il n'y a pas beaucoup de jeunes ce soir. Nos enfants, nos petits-enfants. Voilà. Donc les jeunes seront encore là, les jeunes d'aujourd'hui. Eh bien c'est quoi? Par exemple, l'océan sera plus acide. Hein, si on ne fait rien, hein, je vais me placer dans l'hypothèse où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique, le laisser faire. Mais on est un peu sur cette voie depuis une vingtaine d'années, hein, on ne fait pas grand-chose. Eh bien, on aurait un océan 2 fois plus acide à la fin du siècle qu'au début du siècle dernier. Alors nous, c'est pas très acide, c'est pas très important, mais tout ce qui est formé de calcaire, de calcite, alors aussi bien les coquillages disons les coquilles des coquillages qu'on aime bien, que les récifs coralliens, seraient vraiment mis à mal, seraient affectés. Ce sont des événements extrêmes qui deviennent plus extrêmes. On peut parler des cyclones, on pense qu'ils ne deviendront pas plus nombreux mais plus intenses. Quand on parle bien sûr des canicules, c'est un des problèmes. Par exemple, un article très récent paru cet été, on va parler des températures records. Hein, alors, il faut avoir un peu une notion. Par exemple, l'été 2003, si on prend les 3 mois d'été, c'était 3 degrés plus chaud qu'un été de référence du XXe siècle. Hein. Ensuite, et en fait, si on ne fait rien, on aurait les étés les plus chauds de la deuxième partie du XXIe siècle pourraient être 6 à 8 degrés plus chauds que l'été de référence, c'est-à-dire 2 fois plus chaud. Et tous les étés, à partir de 2060, seraient plus chauds que 2003. Mais si on regarde non pas les 3 mois d'été, mais ce qu'ont fait mes collègues de Météo France, c'est de regarder les températures records. Chaque année, dans chaque station météo, vous avez une température record. Les températures records en France sont pratiquement partout de 42 degrés, entre 42 et 43 degrés. Eh bien, en cas de réchauffement climatique de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, ce vers quoi on irait si on laissait la machine aller, on pourrait atteindre des températures de 55 degrés dans l'est de la France, 50 degrés un peu moins dans l'ouest.
entre 50 et 55 degrés, des températures records. Ça serait qu'une fois de temps en temps, hein, c'est pas ça. Mais vous voyez bien, quand on passe dans un autre monde. Ça veut dire que eh bien, les extrêmes climatiques évoluent plus vite que les valeurs moyennes. C'est quelque chose qu'on voit bien. C'est vrai pour les sécheresses aussi. Des conséquences sur les populations, on peut parler des réfugiés climatiques, bien la sûr, sécurité des conséquences alimentaire, géopolitiques, voilà, sur la sécurité, sur la migration. Des conséquences aussi, il y a beaucoup d'autres problèmes environnementaux que celui dont on va parler ce soir, la perte de biodiversité, les ressources en eau, les problèmes de santé. En fait, je dirais que le réchauffement climatique a vraiment le mauvais goût d'exacerber tous ces problèmes. Je donne simplement l'exemple de la biodiversité. Si on prend disons, il y a 8 grandes espèces, disons faune, flore. Eh bien, la moitié des espèces, en gros, qu'on regarde, leur capacité de déplacement est inférieure à la vitesse de déplacement serait inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques à la fin du siècle. Donc, on comprend bien que ces espèces, disons, qui ont déjà du mal, la perte de biodiversité est sous nos yeux. On voit bien que le réchauffement climatique rapide, disons, ça accélérera la perte de biodiversité. On rappelle qu'on est en train de vivre quand même la sixième extinction des espèces. Donc, la précédente, c'était il y a 66 millions d'années. Hein. Voilà, c'était les dinosaures. Et bien sûr, et l'action humaine y est pour quelque chose. Bon, le problème de santé, mais aussi le problème d'élévation du niveau de la mer qui pourrait atteindre presque un mètre à la fin du siècle. Et puis, si on laisse aller la machine, une dizaine de mètres à l'échelle de quelques millénaires. Mais c'est ce qu'on met en route avec nos actions d'aujourd'hui. Oui. Donc, je veux simplement dire qu'il n'y a pas à exagérer les conséquences telles qu'on les envisage. Malheureusement, elles sont déjà assez désastreuses pour les prendre très au sérieux. L'élévation du niveau de la mer, c'est la disparition de plusieurs pays. Oui. De plusieurs pays sur des zones côtières. Et pas des moindres, le Bangladesh qui a plus de 100 millions d'habitants. Les îles dans le Pacifique, ça, elles sont... Voilà, le Bangladesh, on en parle actuellement à cause des Rohingyas, mais bon, il y a peu de gens qui savent qu'il y a, disons, non pas un mur, mais disons, c'est complètement grillagé entre l'Inde et le Bangladesh. Hein. Disons que, en gros, on voit bien que, et effectivement, ce serait une bonne partie de la population qui est côtière au Bangladesh qui serait affectée déjà par 1 mètre d'élévation du niveau de la mer. Donc, ce sont vraiment des pays qui sont, et bon, même en France, il y a quelques régions où ça, disons, ça aura des conséquences. On peut parler de côte atlantique, de la Camargue, aussi, disons, dans le nord, disons, la côte de la mer du Nord, dans certains endroits. La Camargue certainement très menacée, bien sûr. Les Pays-Bas et tant d'autres pays. Eh bien, on va continuer dans le discours anxiogène, on s'en excuse. Non, pas trop. On s'en excuse, on ne peut pas faire mieux. Hein, parce que ce qui est encore plus préoccupant et plus dramatique, hein, catastrophique, pour reprendre votre terme, c'est que je rappelle l'objectif 2020. 2020, c'est dans 3 ans, hein, mais c'est un objectif qui a été fixé il y a déjà pas mal d'années. Espérait rester en deçà de 2 degrés de réchauffement par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle. Or, il faut dire les choses comme elles sont, Jean Jouzel, plus personne n'y croit, et surtout pas vous. Oui, alors, je vais essayer, pas être trop long sur chaque, mais bon, où en est-on ? En gros, le GIEC se met en place, donc, l'alerte des scientifiques, c'est les années 80, le GIEC se met en place en 88, le premier rapport du GIEC en 90, qui est déjà assez alarmiste, hein, disons, tout ce qu'on dit aujourd'hui était pratiquement inscrit dans le premier rapport du GIEC. Et dès en 92 est signée la Convention climat. Elle se réunit chaque année. Donc la première, c'est en 95. Dès la troisième, c'est le protocole de Kyoto. Il y a des mesures qui sont prises, mais le protocole de Kyoto était bien dimensionné. Malheureusement, les États-Unis ne s'y sont pas lancés. Et ensuite, il y a la conférence de Copenhague, qui est réellement un échec. Mais dans la Convention climat, il y a quelque chose qui s'est passé à Copenhague. Dans la Convention climat initiale, l'objectif était de stabiliser l'effet de serre. Il n'y avait pas d'objectif chiffré. C'est à partir de Copenhague, disons, et puis après la conférence suivante Cancun, que la Convention climat est passée avec un objectif chiffré, cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. Et c'est tout à fait justifié. Si on regarde l'idée qui est derrière le maintien du réchauffement, la limitation du réchauffement climatique à 2 degrés, c'est que si on y arrive, on pense qu'on pourra s'y adapter pour l'essentiel. C'est bien l'idée. Ça sera un climat différent de celui d'aujourd'hui. Je n'arrête pas de dire qu'on avait, 1 degré
1 degré supplémentaire, c'est déjà perceptible. Ça peut être on a du mal à s'en rendre compte, hein, voilà. c'est peut-être ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire 1 degré pour nous? Oui, bien, c'est 1 degré supplémentaire qui fait qu'il y a quand même... Je vais prendre un exemple qui est... Bon, ici, il y a des vignes. Donc, par exemple, les dates des vendanges se sont déplacées de 15 jours à 3 semaines depuis les années 50. Hein. Ça se passe sous nos yeux, je veux dire. Des années plus sèches, il y a moins de précipitations en France. Les rendements du blé ont commencé à stagner au début des années 2000 et mes collègues de l'INRA attribuent cela à une diminution des précipitations. Donc, on voit bien la fragilité. L'agriculture risque d'être touchée aussi dans un climat plus chaud. Donc, si déjà 1 degré, 1 degré, ce sont des étés déjà plus chauds, hein, qui commencent plus tôt. Donc, c'est déjà perceptible. Ça peut être dangereux, par exemple, au Portugal, avec les incendies. Voilà, les incendies. Donc, je pense que c'est perceptible. 1 degré supplémentaire, c'est un climat différent, mais l'idée, disons, si on arrêtait à 2 degrés, l'idée, c'est qu'on pourrait s'y adapter pour l'essentiel. Ouais. Donc, ça, c'est depuis la conférence de Copenhague, et c'est ce que la conférence de Paris, donc, a essayé de mettre en musique. Ce qui est positif dans la conférence de Paris, donc les pays ont été invités à faire, à faire part de leurs engagements. Donc avant, c'était les Nations Unies, qui allaient dans l'autre sens, c'est-à-dire ils demandaient aux pays développés, ils essayaient d'imposer des objectifs vis-à-vis des pays développés. Ça n'a pas marché. Alors là, on a pris dans l'autre sens en demandant aux pays ce qu'ils voulaient faire. Évidemment, tous les pays ont dit ce qu'ils voulaient faire, ce qu'on appelle ça les engagements, et tous les pays ont signé. C'est ça, ont signé l'accord de Paris. Hein, c'est ça le succès de l'accord de Paris. C'est quand même une date très importante, ça. C'est une étape. Oui, mais le revers de la médaille. Alors il y a le revers de la médaille. Pour moi, le succès de l'accord de Paris, c'est d'avoir été universel. Il n'y a que le Nicaragua qui n'avait pas signé, parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez ambitieux, et puis la Syrie, parce que vraiment, ils avaient peut-être d'autres problèmes à ce moment-là, ils en ont encore. Mais on va parler du cas Trump dans un instant. Justement. Donc, mais déjà, sans parler du cas Trump, le revers de la médaille, bien sûr, tout le monde a signé, c'est très bien, mais c'est inscrit dans l'accord de Paris que même si les engagements des pays étaient tenus, nous avons un excédent de 10% de gaz à effet de serre en 2030, alors qu'il faudrait diminuer de 20%. En gros, nous sommes sur des trajectoires au mieux entre 3 et 3,5 degrés à la fin du siècle. Donc 2, on l'oublie, ça n'existera pas. Si, c'est toujours possible, mais il faut remonter l'ambition de l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'il faut que les pays fassent mieux que ce à quoi ils se sont engagés. Et pas en 3 ans tout de même, on n'y arrivera pas. Non, mais les engagements sont jusqu'en 2025 ou 2030. Donc c'est sur la prochaine décennie, mais c'est extrêmement difficile, je suis d'accord. 3,5, ça devient énorme, hein, on parle même pas plus que ça. Disons, je dirais que... En gros, ce que j'ai cité comme conséquence vraiment désastreuse, pour ne pas dire catastrophique, c'est plutôt 4 à 5 degrés à la fin du siècle si on ne fait rien. Les 2 degrés, on est plutôt dans un scénario intermédiaire qui aura quand même des conséquences énormes si on ne fait pas mieux. Alors, accord international, vous l'avez dit, il y a effectivement le cas des États-Unis. L'arrivée du président Trump au pouvoir a évidemment fait l'effet d'une douche froide après cet accord de Paris qui avait quand même relancé un peu des notes d'optimisme. Oui. Parce que c'est très embêtant, c'est quand même une très très grande nation. Oui, justement, je pense que le succès de l'accord de Paris, c'était le premier accord quasi universel, je dirais, à part ces 2 pays qui n'ont pas... Tous les pays avaient signé. Alors après, il y a la ratification. Les États-Unis avaient même ratifié, ce qu'ils n'avaient pas fait à Kyoto. À Kyoto, ils ne se sont pas retirés de l'accord, ils ne l'ont jamais ratifié. Mais c'est vrai que l'échec de Kyoto est largement lié aux États-Unis qui ne s'y sont pas impliqués. Et là, on est dans le même cas de figure. Pour moi, la grande difficulté, ce n'est pas tellement ce qui va se passer aux États-Unis. Parce que pour beaucoup de raisons, on a intérêt à consommer moins d'énergie. Donc, et puis on voit bien que sur le plan économique, on voit bien que c'est pas très porteur d'ouvrir à nouveau quelques mines de charbon. C'est pas ça qui va, vraiment booster l'économie américaine. Mais la vraie difficulté du retrait de Trump, c'est justement au moment de la renégociation de l'accord de Paris. L'idée, c'était de commencer à discuter, d'en relever l'ambition en 2019-2020.
Et on voit bien la difficulté, effectivement, si le premier pays, enfin c'est le second pays émetteur, la première puissance économique, le second pays émetteur en termes de gaz à effet de serre, le premier c'est la Chine, et on voit bien la difficulté qu'on aura, enfin qu'il y aura à demander à l'ensemble des pays, de remonter leur ambition si les États-Unis ne sont pas partie prenante, c'est très clair. Sur le plan des actions, effectivement, on peut rester relativement optimiste pour les États-Unis parce que c'est un État fédéral, rappelons-le. Beaucoup d'États ont décidé évidemment de respecter l'accord de Paris et il y a même des illustrations tout à fait intéressantes aux États-Unis. Beaucoup de villes prennent des initiatives et la population également, bien sûr, parce que ça compte aussi l'élan citoyen. Oui, l'élan citoyen compte. Il y a aussi des grandes figures actuellement, comme dans la foulée d'Arnold Schwarzenegger, c'est maintenant Jerry Brown qui est en Californie. Et la première action qu'il a faite au moment de l'annonce de Trump, c'était vraiment d'aller voir les Chinois pour montrer qu'il était vraiment très volontariste. Donc il y a aussi des grandes figures, mais bien sûr, c'est aussi le citoyen, c'est là aussi que ça doit se passer, mais quand même, c'est vraiment... y compris à l'intérieur des États-Unis, je pense que le dynamisme vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique en a pris un coup par cette annonce, c'est très clair. Oui. Alors vous, le GIEC, bien sûr, vous êtes très actif, vous l'avez dit d'ailleurs, dès votre premier rapport, on pouvait voir à peu près ce qui allait se passer. En gros, vous le saviez déjà, qu'on était sur cette trajectoire très dangereuse. Est-ce que vous avez le sentiment que la communauté scientifique vous a suffisamment suivi? Est-ce qu'elle n'a pas été un peu timide? Je ne parle pas seulement du cas de Claude Allègre et de beaucoup de ses collègues, mais plus globalement, d'autres disciplines que la vôtre. Oui, oui, c'est vrai qu'en France, il y a des disciplines qui ont eu du mal à... disons, qui ont du mal à accepter le diagnostic du GIEC. Bon, je peux citer quelques physiciens qui trouvent que c'est un objet complexe, et donc c'est vrai que le climat est un objet très complexe, et donc il est difficile de l'appréhender, mais par exemple, pour citer un exemple, je suis très fier que, je termine un livre avec Pierre Laroutourou, on vient de le terminer, et donc la postface, une des postfaces est écrite et rédigée par Michel Spiro, qui est le président des physiciens français, et donc c'est un grand honneur, donc c'est vrai que... c'est un signe d'intérêt de cette communauté-là. Non, là maintenant, je crois que ce moment-là est passé, il faut tous s'unir et non, je pense au sein de notre communauté, vraiment tous les gens qui travaillent sur le climat comprennent rapidement qu'il y a un problème. Sauf, maintenant, voilà. Oui, maintenant. Et pour alerter, quand même, oui, tout le monde a pris conscience, y compris dans le public. Mais alors, que dire de ceux, et il y a des scientifiques parmi eux, on va parler après des milieux économiques, c'est également important, ce sont des lobbies puissants. Mais que dire de ceux qui vous disent, mais... Je reviens un peu au propos d'Allègre, mais la science va corriger tout ça, on va y arriver. J'en viens à la géo-ingénierie, je ne sais pas si on sait de quoi il s'agit, on va la décrire rapidement. Eh bien justement. Envoyer du soufre dans l'atmosphère pour faire tomber la pluie et la rafraîchir, ce genre de choses. Ce que je vais vous dire, c'est que même la géo-ingénierie... Alors, la géo-ingénierie, c'est quoi? Il faut peut-être expliquer un petit peu. Donc, c'est l'idée qu'on pourrait éventuellement contrecarrer l'effet de l'augmentation du gaz carbonique. Alors, à chaque fois qu'il y a un grand volcan, disons par exemple la Gougue et le Pinatubo sont les deux derniers, eh bien il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degrés qui dure quelques années, parce qu'il y a toutes ces particules qui sont dans la basse stratosphère, à peu près à 10 km, qui absorbent une partie du rayonnement ou qui le renvoient. Et donc, c'est l'idée de jouer les volcanologues. Alors, admettons qu'on puisse le faire, ce qui est envisagé par certains. Le véritable problème est qu'on laisse... On envoie des petits ballons de soufre dans l'atmosphère. Non, c'est des flottes d'avions, oui. Donc, voilà. Donc, c'est d'énormes des quantités quand même importantes. Ça veut dire on a abîmé le climat, c'est pas grave, on va le refaire. Voilà, mais je vais revenir, je pense que ça vaut quand même le coup. Alors, admettons qu'on puisse le faire. Alors, il y a une première chose, c'est qu'il y a des effets prolongants secondaires, c'est-à-dire les précipitations seront modifiées, la couche d'ozone peut en prendre un coup, voilà, donc il y a des risques d'effets, mais même si on essaye d'éliminer ces risques. Alors, il y a deux points pour moi qui sont importants, c'est que disons dans 30, 40, 50 ans, on est obligé, pour une raison quelconque, soit technologique, soit purement technique, soit géopolitique, d'arrêter. Eh bien, le réchauffement, si le réchauffement qu'on n'a pas pris, eh bien, au lieu de se prendre en 50 ans, eh bien, au bout de 5 ans, il sera pris. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un égoïsme pour nos générations de faire cela. Parce que c'est vraiment, du point de vue éthique, ça me semble vraiment extrêmement égoïste. C'est très clair. Et il y a un autre point que les gens oublient.
parce que c'est ça qui est important. On n'arrêtera jamais l'élévation du niveau de la mer. Même avec ces méthodes de géo-ingénierie, le niveau de la mer continuera à monter comme il monte, hein, donc pratiquement. Donc il ne faut pas, parce que la chaleur est déjà dans l'océan, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Mais donc, là aussi, pardon, je vous interromps, là aussi, il paraît qu'il y a des expériences de géo-ingénierie encore. On plante dans les fonds marins pour essayer de capter le CO2. Alors, il y a deux choses. Il y a beaucoup d'argent investi là-dedans. Beaucoup d'argent investi. Il y a deux approches. Celle qui consiste à essayer, on parle de manager le rayonnement solaire, en gros, hein, disons d'essayer de le diminuer. Avec ce dont on a parlé, il y a aussi blanchir les toits. Il y a des choses qui sont très intelligentes. On peut blanchir les toits, on peut... voilà. Il y a aussi jouer sur le carbone. Donc, par exemple, alors il y a des gens qui se sont lancés... le fer est un facteur limitant dans l'océan pour former le phytoplancton, la vie océanique. Donc s'il y a plus de matière organique dans l'océan, ça pourrait absorber plus de CO2. Théoriquement, ça marche, pratiquement, ça ne marche pas. Hein, franchement, donc tous les expériences d'ensemencement de l'océan, disons parce que le fer qu'on met n'est pas du tout actif comme le fer qui est transporté par les poussières. Et ensuite, il y a d'autres méthodes comme la reforestation, qui sont aussi, alors certains placent ça dans la géo-ingénierie, ça peut être quand même extrêmement intéressant de reforester, même si, avec l'accroissement de la démographie, disons, eh bien, un des problèmes auxquels il faudra faire face, c'est la concurrence entre l'énergétique et l'alimentaire. Il faut bien disons, avec une population de 10 milliards d'habitants, il sera difficile de faire face à la fois aux besoins alimentaires, les besoins en énergie peut-être, mais ils ont aussi quelque chose qu'ils utilisent en commun et de façon très importante, c'est l'eau. Disons, pour pratiquement tout ce qui produit de l'énergie, soit pour le refroidir, soit on peut regarder, a besoin d'eau. Donc il y aura forcément, c'est pas simplement, disons, quand on pense concurrence énergie alimentaire, on peut penser aux biocarburants, à la biomasse, c'est-à-dire à l'utilisation des terres, mais il y a aussi l'utilisation de l'eau. Donc c'est tout ça qu'il faut voir dans le futur et donc, effectivement, il faut... Mais ceci étant, moi, je ne pense pas que la géo-ingénierie soit vraiment une solution. Du point de vue, ça peut être le miroir aux alouettes, et c'est beaucoup de risques, et vraiment, moi, je n'adhère pas à cette idée, ne serait-ce qu'avant tout comme un point de vue éthique. Il faut bien se rendre compte... Il y a un côté apprenti sorcier aussi, oui, apprenti sorcier. Déjà, sans parler de géo-ingénierie, il faut voir ce qu'on laisse aux jeunes d'aujourd'hui. Hein. C'est important. On laisse un climat auquel alors j'espère qu'ils pourront s'adapter. Mais si on veut limiter à 2 degrés, il faudra à un moment avoir des émissions négatives. C'est un terme très pudique de dire des émissions négatives. C'est-à-dire qu'on demande à nos enfants de pomper du CO2 de l'atmosphère. En gros, c'est ça. Donc les idées, c'est justement de faire de la biomasse, qu'elle soit disons, dans l'océan ou sur le continent, et de la brûler pour utiliser de l'énergie et de piéger le CO2. C'est ce qu'on appelle la bioénergie, et disons du piégeage et stockage du CO2. Mais on voit bien ce qu'on leur laisse. Hein. C'est rester à 2 degrés, ce sont pratiquement forcément des émissions négatives. Ouais. Donc il faut être capable de le faire. Alors avant de parler de géo-ingénierie, faisons cela. Déjà, c'est beaucoup de la... Mais ceci étant, moi je veux redire quand même que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est quand même assez enthousiasmant, parce que ce qu'on leur demande, c'est de changer le mode de développement. Et c'est quand même beaucoup d'inventivité, beaucoup de recherche. Donc, c'est pas non plus voir. Je redis que techniquement, c'est possible. Il faut aussi beaucoup d'inventivité. Il faut changer le mode de développement. Il faut, dans tous les domaines, hein, voilà. C'est là-dessus que j'allais venir. Effectivement, les milieux économiques qui ont longtemps quand même résisté et un peu nié le phénomène, tout simplement, et puis ensuite qui ont résisté pour des raisons d'intérêt évidents. Ensuite, il y a eu les crises que l'on sait. Est-ce que là, quand même, c'est un vent d'optimisme pour vous, un espoir que oui, la marche du monde, la marche économique du monde va forcément s'inverser, ou en tout cas trouver des solutions plus rationnelles. Disons, le mode de développement qui est proposé, qu'on appelle sobre en carbone, en gros, essayer de se sortir... On n'a plus que 20 ans d'utilisation des combustibles fossiles au rythme d'aujourd'hui, ça va rester en deçà de 2 degrés. En gros, c'est quoi le mode de développement vers lequel on devrait aller? C'est laisser l'essentiel des combustibles fossiles là où ils sont.
Soyons très clairs, vous avez bien suivi la campagne Keep It in the Ground. C'est extrêmement, c'est complètement construit autour du diagnostic du GIEC. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, ils n'auront pas le choix quelque part. Oui, mais on voit bien que je pense que l'économie, on le voit bien aux États-Unis, dans les pays, c'est l'économie, c'est justement, ce sont des grandes compagnies américaines qui souhaitent que aussi, il n'y a pas que les États, il y a des grandes compagnies, il y a un intérêt de l'économie. Et ce qui est assez intéressant et ce qui peut jouer un rôle assez moteur, c'est, disons, dans l'accord de Paris, c'est rentré pour la première fois dans l'accord de Paris, c'est que, en gros, il y a une des caractéristiques de l'accord de Paris, il y a un détail, bien sûr, il y a des objectifs sur les 2 degrés, sur l'adaptation, et le 3e objectif, c'est que le secteur financier adapte ses financements, fasse ses financements de façon à lutter à participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est pas tomber dans l'oreille de sourd. Il y a beaucoup je travaille avec bien sûr, j'ai des fois des contacts avec des investisseurs qui prennent ça très au sérieux. Et voilà, donc oui, parce que c'est pas que l'industrie ou l'économie. L'économie, c'est aussi le secteur financier. Les assurances, évidemment, sont très sensibles, mais ça, pour une raison très claire, c'est que les dégâts. Mais le secteur financier en général est vraiment invité de façon très claire par les Nations Unies à investir de façon, et ça, c'était un bon point de l'accord de Paris également. Oui, la volonté politique est là, donc vous l'avez dit avec l'accord de Paris, mais il y a là aussi encore beaucoup à faire quand même pour le mettre au premier rang. Oui, c'est pas vrai dans tous les. Faites-nous un peu la différence justement entre ce qui se passe dans des pays occidentaux et ce qui se passe dans les grands pays émergents, par exemple, qui revendiquent. Parlons de la Chine. C'est un cas très intéressant. Oui, alors la Chine, c'est le premier pays émetteur. Alors, si on regarde les 3, en gros, on va parler des 3. Le premier pays émetteur, c'est la Chine. Et la Chine, sur les 3. Alors, il faudrait, en gros, ce qu'il faudrait, une première étape, on n'a plus que 3 ans, c'est qu'il faudrait que le pic d'émissions des gaz à effet de serre ne soit pas plus tard que 2020. Et cela, le pic des émissions de gaz à effet de serre dépend largement du pic des émissions de la Chine, qui est le premier pays émetteur, ça on comprend bien. La Chine s'est engagée à avoir son pic d'émissions en 2030 au plus tard, c'est son engagement, et en fait, ils vont peut-être mieux faire, on va voir, les 3 dernières années, effectivement, la Chine, ça pratiquement, les émissions de gaz carbonique se sont pratiquement stabilisées. Mais donc, alors, il y a beaucoup de discussions. On pense que d'abord il y a de l'efficacité énergétique. C'est vrai qu'ils reconstruisent des centrales au charbon, mais beaucoup plus efficaces que les anciennes. Ils en ferment aussi, parce que certains disent qu'ils construisent une centrale à charbon tous les 15 jours ou tous les mois, ce qui est vrai, mais ils en ferment aussi. Donc, et puis il y a aussi dans le renouvelable. Donc, mais c'est important. Ça c'est les 2 sources d'espoir, mais certains disent aussi c'est peut-être le fait que l'activité économique de la Chine a plutôt tendance à augmenter moins rapidement qu'avant. Donc tout cela, on est suspendu à chaque année aux chiffres de la Chine. On les aura très bientôt pour 2016. Alors les États-Unis, les émissions diminuent légèrement aussi. L'Europe, qu'on prend en bloc légèrement aussi. Et là où effectivement les émissions augmentent le plus rapidement actuellement, alors là je parle du gaz carbonique, c'est l'Inde et d'autres pays émergents. L'Inde, ça a augmenté de 5%, de 8% d'abord, il y a 3 ans, maintenant 5%. Mais il y a aussi une véritable... Alors, l'Inde ne va pas quitter le charbon, mais l'Inde, c'est vraiment le pays qui s'est appliqué dans ce qu'on appelle l'Alliance solaire, qui est actuellement présidée par Ségolène Royal. Voilà, donc il y a eu tout un dynamisme qui s'est fait, et l'Inde parie aussi sur le solaire. Donc il y a de l'espoir, mais on est loin du compte en termes de rapidité. Si on veut... Il y a de l'espoir, mais le temps presse. Le temps presse, il faut atteindre le maximum en 2020, et ensuite il faut descendre chaque année de 5 à 6% par an les émissions. On est loin du compte. C'est-à-dire que si on veut réussir, il faudrait que chaque investissement d'aujourd'hui, chaque infrastructure, chaque investissement dans tous les domaines soit fait avec cette idée de lutter contre le réchauffement climatique, d'y participer. Jean Jouzel, l'action individuelle, nous tous, citoyens, qui avons pris conscience du phénomène, et ceux qui, justement, tardent à y venir, c'est pourtant extrêmement important, parce que, on le sait bien, ce sont les citoyens qui peuvent aussi faire pression sur le politique. C'est un effet d'entraînement. Oui, il y a 2 façons. Il y a bien sûr le bulletin de vote, il est important, et finalement, on peut quand même dire que il y a une certaine expression dans les dernières élections. En fait,
Le cas de la France ? Oui, le cas de la France. On regarde Mélenchon, c'est beaucoup, disons Jean-Luc Mélenchon, s'est beaucoup appuyé sur disons, son image écologique. Moi, j'ai suivi les raisons pour lesquelles j'ai adhéré à Benoît Hamon, c'était qu'il avait aussi un programme ambitieux. Vous avez soutenu son programme, oui. Oui, je dis, et je dois dire que j'ai rencontré, bien sûr, Emmanuel Macron, et je pense qu'il a quand même été, il a compris aussi, bien sûr, il y a un aspect politique, il a compris qu'il devait s'emparer de l'accord de Paris. C'est très clair, c'est ce qu'il a fait, on l'a bien vu, et c'est très bien. Le plan climat par rapport à la loi sur la transition énergétique, donc une division par 4 de nos émissions en 2050. Le plan climat présenté par Nicolas Hulot va plus loin, puisque bon, ce n'est qu'un plan, hein, c'est à long terme, c'est l'objectif de neutralité carbone en 2050. Donc on voit bien que le gouvernement actuel, je veux dire, c'est exact. Enfin, les lois qui sont mises en place correspondent exactement au message des scientifiques. La difficulté, c'est leur réalisation. C'est pareil, l'accord de Paris s'appuie sur le rapport du GIEC. Indéniablement, ce qui est écrit dans l'accord de Paris, c'est ce qu'on retrouve dans les conclusions du GIEC. Mais la mise en pratique, est très difficile. C'est bien ça, prend du temps et prend trop de temps. Ouais. Alors, sur l'effort individuel, c'était ça quand même qui est important dans votre question. Oui, on peut faire quelque chose. Alors, on peut le faire du point de vue politique. Je pense que nos gouvernants, en tout cas dans les textes, loi sur la transition énergétique, actuellement, donc on peut pas. Je crois qu'il y a une certaine adéquation entre les politiques suivies en France. Bon, je ne vais pas être trop long, mais c'est un des domaines où, moi j'ai commencé à travailler avec Jacques Chirac, c'est Jean-Pierre Raffarin qui en 2003 annonce ce facteur 4. Le facteur 4, c'est l'ambition de la France de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre par 4 à horizon 2050. Nicolas Sarkozy reprend cet engagement dans le Grenelle de l'environnement. François Hollande le reprend dans la loi sur la transition énergétique, qui a été votée à une très large majorité, et Emmanuel Macron l'a un peu renforcé. Je veux dire, il y a une continuité qui est quand même assez intéressante à travers des gens très très différents. C'est ça que je veux dire. Il y a quand même une continuité, donc bon, voilà, c'est tout. C'est plutôt assez satisfaisant. Ouais. Avec des petits accidents quand même, pour chacun d'entre eux. Hein. Bon, oui, en tout cas, l'écotaxe pour l'un, et puis l'environnement, ça commence à bien faire pour l'autre. C'est pour ça. Et l'environnement, ça commence à bien faire, on ne l'a pas oublié non plus, on est d'accord. Mais même Emmanuel Macron, qui a un discours extrêmement... pro-environnement. Et puis dans certaines décisions qui ne sont pas dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire que tous les investissements devraient se faire avec l'idée de lutter contre le réchauffement climatique, et ce n'est pas forcément le cas. Mais vous êtes là pour le lui rappeler, on espère. Oui, on espère, oui, bien sûr. Alors, votre ouvrage, Quel climat pour demain, je le renvoie tout notre public à ce livre parce qu'il est vraiment très, très aussi clair que la parole de Jean Jouzel qu'on est en train d'écouter. Et il répond à 15 questions pour ne pas finir sous l'eau. C'est le titre de votre ouvrage. On le doit à mon collègue Olivier Noyas, avec lequel on s'est partagé les questions, et c'est lui qui a proposé le titre. Alors ça va, la météo se trompe tout le temps, mais les climatologues, est-ce qu'ils se trompent aussi? Des réchauffements, il y en a toujours eu, et alors? Ça quand même, on le dit moins quand même. Hein. La Terre se réchauffe, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Beaucoup d'idées comme ça, reçues, qui circulent sur le climat, et que vous essayez une à une, patiemment de combattre. Je peux faire un peu de publicité, on vient de terminer un livre avec Pierre Laroutourou. Oui, alors celui-là aussi, vous y tenez. Alors l'idée, il va sortir. On n'a pas de titre, mais il va sortir le 22 novembre chez Odile Jacob. Mais l'idée, c'est que c'est quand même important, en gros, pour au niveau européen, il y a eu 3 000 milliards d'euros de monnaie créée pour sauver les banques, et on pense qu'on pourrait bien en mettre 1 000 milliards pour sauver le climat. C'est un peu ça le fil conducteur du livre. Ouais, voilà. Très important aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je veux dire par là que c'est pas les... il y a 20-30 milliards qui sont mis, c'est pas suffisant. Si on veut vraiment passer à l'action au rythme nécessaire, il faut investir massivement. Mais c'est pas des investissements à fond perdu, ce sont des investissements créateurs d'emplois. C'est ça qui est important. C'est pas du tout investir à fond perdu, mais c'est vraiment investir, créer des emplois, créer une nouvelle dynamique. Innover, chercher et passer dans cette idée que, disons, un développement sobre en carbone n'est pas du tout synonyme de perte d'emploi, au contraire. C'est ça qu'il faut mettre en route. Ça ne sera pas, comme vous l'avez très bien dit, sans les milieux financiers, ça ne sera pas sans les grands GAFA non plus. Oui, mais bien sûr, mais les milieux... Tous ces gens très très riches. C'est important que le milieu financier s'associe à la lutte contre le réchauffement climatique. Bien sûr. Dans la salle, avez-vous quelques questions peut-être ou commentaires sur tout ce que nous disons là? Voilà, je vois un premier bras. Merci de vous lever, c'est gentil. Et de vous présenter brièvement pour nous. Simple citoyen. Eh bien, c'est parfait. Ça nous va. Simple citoyen. Je souhaiterais que M. Jouzel s'exprime en tant que scientifique
sur deux concepts dont je ne connais pas la véritable valeur. Un, ce qu'on appelle l'anthropocène. Deux, l'effet colibri. Merci. Alors l'anthropocène, vous aurez... Alors Jean-Baptiste Fressos va venir ou pas? Jean-Baptiste Fressos sera là pour un débat demain soir. Bah, je lui laisse parce que bon, non mais c'est. Enfin, il a beaucoup je peux à vous dire ce que c'est. Je pense qu'il parlera essentiellement de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est cette idée que depuis 200 ans, eh bien l'homme agit sur son environnement. Alors la première proposition a été de mettre le début de l'anthropocène. Nous sommes dans une ère qui s'appelle l'holocène actuellement. Et donc, l'idée que l'homme agit sur son environnement, pas que sur le climat. Alors, la première proposition était de dire que l'anthropocène avait commencé il y a 200 ans, au moment où les concentrations en gaz carbonique, au moment de début de l'ère industrielle, le CO2, les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère augmentent manifestement, on voit ça très bien dans les glaces polaires. Il y a aussi d'autres propositions pour l'anthropocène, c'était la première bombe atomique, c'est bon voilà. Donc, mais alors finalement, l'anthropocène n'existe officiellement pas encore parce que personne ne se met d'accord pour la date. Mais l'anthropocène, c'est vraiment les activités humaines qui interagissent sur l'environnement. Et sur la biodiversité. Alors oui, mais la deuxième question, oui, surtout la deuxième question, je suis navré. Les colibris. Ah, les colibris, Pierre Rabhi. On parle de biodiversité, voilà. Pierre Rabhi, oui. Oui, non, mais l'idée du colibri, moi j'aime bien telle que l'apprend Pierre Rabhi ou, disons, Dion, sur, oui, l'idée de faire quelque chose, d'agir, oui, effectivement. D'agir à un niveau... plutôt individuel, c'est ça que vous voulez dire? On va vous rendre un micro, oui, mais monsieur, pardon. Je ne vois pas, j'entends mal. On non, pas seulement. Je ne voudrais pas mobiliser la parole, il y aurait d'autres questions probablement. Oui, vous faisiez allusion à une possible ingénierie pour aller au fondement même, au début des événements eux-mêmes, plutôt que de réparer. Donc, un exemple simple. Beaucoup de tornades naissent dans des conditions particulières et ne deviennent pas automatiquement des ouragans. Est-ce que l'effet colibri au sens où... Ah ouais, non, c'est l'effet papillon vous parlez. Je pensais vous parlez plutôt de l'effet papillon que de l'effet colibri. Oui, je comprends, oui, c'était dur. Non, c'est l'effet papillon, cette idée qu'un petit événement qui commence dans un endroit de la planète peut vraiment s'étendre de très loin, ce qui est évidemment... Oui, mais globalement, quand même si c'est vrai, on voit bien que les conditions pour qu'un cyclone se passe sont très claires. Des températures de l'océan plus supérieures à 26-28 degrés sur une période assez longue, sur une profondeur d'au moins 70 mètres, pas de cisaillement de vent, une différence de température importante entre les hautes couches et les basses couches. Voilà, donc on voit quand même bien, même si localement, effectivement, ça démarre à un endroit et que ça se propage, les conditions quand même, disons, macro, disons, sur des grandes régions sont très, très clairement définies. On voit bien que même si on hésite à attribuer directement au réchauffement climatique parce qu'on n'a pas, disons, aux activités humaines, on a un peu de mal à attribuer les cyclones parce qu'on n'a pas de recul. On ne peut pas vous dire qu'il y a 1000 ans ou il y a 500 ans, il n'y avait pas de cyclones aussi importants qu'aujourd'hui. Mais très clairement, les derniers cyclones, on voit bien que la mécanique qui est derrière, ce sont des eaux très chaudes sur l'océan Atlantique et une fois que le cyclone a commencé à se mettre en place, eh bien, il s'accélère. Merci pour cette réponse. Une autre question, je crois que c'est juste ici au premier rang. Oui, je vous ai vu, monsieur. Et peut-être là aussi, j'ai vu un bras levé. On viendra vous voir après. Monsieur. Vous avez parlé du bulletin de vote. Comment vous expliquez que, vu l'ampleur du problème climatique, les partis écologistes en France, qui ont fait un soutien absolument extraordinaire à M. Benoît Hamon, aujourd'hui et hier, n'ont jamais pu décoller, alors que c'est quand même, à l'avis des jeunes et des moins jeunes, un des enjeux fondamentaux pour les 20, 30, 50 prochaines années. Bon, il y a deux choses sur le... Enfin bon, je pense que... Enfin, il n'y a pas eu vraiment d'écologie politique pensée en France, c'est très clair. Donc il ne semble pas que ce soit l'objectif. Moi, je n'ai jamais été à ELV, mais je connais quand même bien. Je veux dire, ça n'a pas été l'objectif, je dirais, de vraiment
oui, enfin, si là, il y a eu quelques députés, mais on voit bien qu'après, il n'y a pas une véritable dimension politique à leur action. Et puis, il y a aussi le fait que des partis plus traditionnels ont placé la barre aussi haute qu'ils le placent. Donc, quand on voit Nicolas Hulot, par exemple, ministre, disons, d'État de l'environnement et de la transition énergétique et solidaire, on va essayer de ne pas prononcer carrément. Donc, on voit bien aussi que le gouvernement en place a, disons, alors j'espère que ça va continuer. La loi sur la transition énergétique, je dirais que les écologistes français ne plaidaient pas plus que ça. Et c'est très bien, je veux dire. Donc elle a été votée. Donc il y a aussi le fait que, pas surtout, c'est moins vrai pour beaucoup d'autres choses, mais sur le climat, je dirais que les partis plus traditionnels, je l'ai un peu dit déjà, finalement ont pris leur place aussi. Ont pris une certaine place, c'est un peu ça peut-être. On dit aussi qu'en politique, si les préoccupations environnementales sont transverses, elles devraient traverser quasiment tous les ministères et que peut-être justement le Parti écologiste a vocation à être partout, à se diluer. Oui, moi, donc j'ai pratiquement été à tous les congrès des grands partis, sauf le FN. D'ailleurs, on ne m'a pas invité, je pense que j'aurais pas accepté, mais comme on m'a pas invité, donc voilà. Mais pratiquement du Parti communiste, j'ai fait tous les partis quand je suis invité à y aller. Donc il y a beaucoup d'intérêt sur les années récentes. Et effectivement, quand je suis invité à y aller, je le fais parce que c'est important qu'on soit là. Donc tous les partis français. Pratiquement tous les partis ont eu un intérêt à un moment donné, en tout cas ont invité des personnes comme moi ou des collègues à venir parler de climat et d'environnement. Oui, la prise de conscience est bien là quand même. Il y avait une autre question, oui, je vous ai vu madame, et puis ensuite on viendra au centre. Madame là, s'il vous plaît, oui, bon, on reviendra après, c'est pas grave. Bonsoir. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y a de nouveaux rapports du GIEC qui vont apparaître bientôt, l'année prochaine sur 1,5 degré, et un peu plus tard aussi le 6e rapport. Qu'est-ce qu'on attend de ces nouveaux rapports par rapport aux précédents, d'une part, et est-ce qu'on n'insiste pas un petit peu trop sur les technologies de capture et transport du stockage que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure? Donc, on va voir. Donc, je peux peut-être expliquer. Alors, le processus du GIEC, on a, disons qu'un rapport, ça prend une période de 6 à 7 ans. Donc, le rapport complet, le prochain rapport complet, disons, sera publié en 2021 et 2022. Mais en attendant, on fait, disons, le GIEC. Enfin, moi, je n'y suis plus. C'est Valérie Masson-Delmotte au niveau français qui s'est beaucoup investi. Voilà. Donc, disons, il y a 3 rapports spéciaux qui sont prévus. Un l'an prochain, sur 1,5 degré, quelles seraient les conditions pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il aura de l'importance et il est attendu par la Convention climat de la COP, disons qui sera la COP 24, qui sera à Katowice en Pologne, donc ce qui est assez surprenant dans un pays. Mais il est attendu. Ensuite, en 2019, il y a 2 rapports spéciaux, l'un sur l'utilisation des terres, les problèmes de sécurité alimentaire, d'utilisation des sols, et un autre sur océan et cryosphère. Donc, il n'y aura pas forcément... Alors, je pense effectivement dans le rapport 1.5, le problème de géo-ingénierie sera abordé. Mais il n'y a pas beaucoup... Ça veut pas, enfin, dans le dernier rapport du GIEC, on ne peut pas ne pas parler, dans les rapports du GIEC de ce qui se fait, y compris de la géo-ingénierie. Dans le dernier rapport du GIEC, c'était clair. Disons que le dernier rapport du GIEC disait clairement que la géo-ingénierie était, n'était pas du tout... Il n'y avait pas du tout de garantie de travailler, enfin je peux reprendre le terme, disons, il n'y a pas du tout d'encouragement à faire ça, au contraire. C'en était là. Alors on verra, je ne préjuge pas de ce qui sera, mais effectivement, les scientifiques du GIEC ne peuvent pas ne pas parler de la géo-ingénierie. Donc, s'il y a des recherches qui sont faites dessus, on nous le reprocherait également. On a beaucoup discuté de ça. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? La décision, c'est de faire état de ce qui se fait. Et d'être complet. Bah oui. Il y avait une autre question, vous m'aviez dit, madame, par ici. Et puis une toute dernière, on libérera Jean Jouzel et vous aussi. Hein. Vous aussi, vous avez l'air bien. C'est pour... encore 2 questions quand même, monsieur, je vous ai repéré. Madame, je vous en prie.
Oui, je suis une citoyenne, moi aussi bien sûr, comme tout le monde ici, mais je suis engagée dans un collectif qui est connu, qui s'appelle Stop TAFTA et qui va peut-être changer de nom un de ces jours. On se pose beaucoup de questions et on cherche aussi à attirer l'attention sur ces problèmes-là, entre autres, hein, mais qui sont liés aux échanges commerciaux. J'aimerais savoir quelle est la part des transports. Je prends le côté transport, ça pourrait être autre chose, mais quelle est la part des transports dans le réchauffement climatique et tel que le GIEC l'a évalué à l'heure actuelle, et ce que vous pensez des échanges au niveau mondial. Est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser autre chose que cela? Parce que selon nous, ça ne va pas dans le bon sens. Oui, alors ma réponse sur les transports, ça dépend des pays, mais c'est de l'ordre de 20%, ça peut être 30% moins au niveau mondial. Donc au niveau mondial. Il y a un point aussi qui est lié à la modélisation, c'est que pour le moment on compte les émissions, disons les émissions qu'on fait chez soi, on ne compte pas les émissions qu'on importe, et si on compte non pas les émissions des biens qu'on utilise en France, eh bien ces émissions augmentent très nettement. Disons, ça change. Les émissions de la Chine diminuent puisqu'elle exporte et celles de l'Europe augmentent. Pas tant, enfin 10% dans chaque cas, la Chine reste loin devant quand même. Faut pas, en consommation intérieure. Ce qu'ils consomment chez eux, même en limitant à ce qu'ils consomment chez eux, c'est le premier pays émetteur. Oui, on a discuté, vous avez probablement discuté du CETA. Bien sûr que la mondialisation bon, je dis souvent que les règles de l'OMC, c'est-à-dire du libre-échange maximum, sont vraiment orthogonales par rapport à celles qu'il faudrait mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors la solution, c'est effectivement de mettre un prix au carbone, par exemple. Ça serait extrêmement, disons en tout cas, ça limiterait ces échanges. Ça fait bien longtemps qu'on le demande. Et c'est justement aussi l'intérêt par exemple, du développement des renouvelables, de l'efficacité énergétique, c'est quand même une relocalisation des activités. Et moi, j'ai été aussi assez intéressé par, disons quand même, une certaine prise de pouvoir des régions sur la façon dont une régionalisation de l'énergie. C'est important que les régions aient leur mot à dire sur l'énergie, ce qui était loin d'être le cas avant. Donc il y a beaucoup de choses qui devraient aller... Je pense que le mode sobre en développement est a priori plus relocalisable, et donc ça devrait, disons, aller dans le bon sens par rapport à votre souci qui est un véritable souci. Oui. Puis l'occasion de saluer quand même le mouvement associatif et les ONG très actives dans le monde entier d'ailleurs. En France, il y en a bien sûr. Je suis au Conseil économique, social et environnemental dans la section environnement, et donc oui, on n'arrête pas de discuter de tous ces problèmes. Voilà. Allez, une toute dernière question avec vous, monsieur. Là, on l'avait prévu. Merci beaucoup. Le temps de vous faire passer un micro. Je pense, monsieur, qu'il y a une fondamentale qu'on n'a jamais pensée et que ceux qui ont pensé ont été oubliés, c'est la surpopulation. Dès 1798, il y a un sage en Inde qui a dit « Dans 200 ans, vous allez mourir d'être trop sur cette terre ». Et à partir de là, bien sûr, ce monsieur a été oublié, et toutes les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant, on a demandé toujours la surpopulation indirectement. À partir de là, toute la pollution est venue s'installer, et aujourd'hui, on se demande comment traiter le problème. Et nous ne parlerons jamais de baisser la population du monde. Merci. Donc, vous avez vous avez raison sur un point, c'est que, bien sûr, le développement et la population, disons, jouent un rôle dans les émissions de gaz à effet de serre. Mais je vais essayer d'essayer très rapidement de répondre à votre question. Si on parle d'énergie actuellement, d'émissions de gaz à effet de serre, il faudrait passer à 3 milliards de tonnes de carbone en 2050. En gros, actuellement, on est à 2 tonnes par habitant. Si on doit passer si on restait à 6 milliards, allez, on est 7 milliards, si on allait à 6 milliards en 2050, disons une légère décroissance que vous semblez souhaiter, ça voudrait dire qu'on aurait le droit à 500 kilos par personne. Si on est 10 milliards, on a le droit à 300 kilos. Le problème, c'est de faire complètement alors, je vous parle d'énergie, c'est le problème. Donc, je pense que si on est capable de passer de 2 tonnes par habitant
en moyenne sur cette planète à 500 kg, on sera capable de passer à 300 kg. Ou on a fait cette transition complètement, ou on ne l'a pas faite et on aura échoué. Le problème, effectivement, c'est un peu ce que j'ai évoqué et qui devient plus aigu si la population augmente, c'est bien sûr la concurrence entre l'alimentaire et l'énergétique. La concurrence pour l'eau, la concurrence pour les espaces. Et bien sûr, on ne peut pas nier que la population est un des éléments, d'ailleurs ça apparaît dans les scénarios, est une des variables importantes de notre développement. Mais après, je pense que l'éducation peut faire beaucoup, il y a aussi beaucoup à faire. Voilà, et il se fait par exemple que si on regarde l'Afrique dont on dit qu'elle va passer de 1 milliard à 2 milliards d'ici 2050, du point de vue énergie, disons, s'il y avait les investissements correctement faits, l'Afrique est bénie des dieux en termes d'énergie renouvelable, de soleil, d'éolien. Donc je veux dire, c'est pas qu'un problème, c'est un problème de changer le mode de développement en premier. Et effectivement, bien sûr, je ne dirais pas que la population n'a pas d'importance, mais la première chose à faire, c'est effectivement se désintoxiquer des fossiles. Un tout dernier mot, Jean Jouzel, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Alors, ce qui me rend optimiste, moi je dis que c'est possible. Vous avez réfléchi quand même. Hein? Oui, non, j'ai pas. Vous hésitez. Non, je suis pas très optimiste parce que c'est difficile. Je pense que notre génération a été trop égoïste. Je pense que c'est techniquement possible. Je redis que c'est assez enthousiasmant pour les jeunes et que donc il faut faire le maximum, en tout cas pour limiter le réchauffement. Et moi, je pense réellement, enfin, les 1,5 degrés, ça sera très très dur, mais j'espère toujours qu'on pourrait prendre quand même, espérer quand même quelque chose, disons pas trop loin de 2 degrés. Hein, j'espère, parce qu'il faut absolument, je le redis, j'utilise toujours le même, c'est d'un égoïsme de notre part. Alors on est égoïste pour beaucoup d'autres choses peut-être, mais sur ce point-là, collectivement, c'est vraiment un égoïsme par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, même plus des générations futures. Hein, nous, on a 7 petits-enfants, voilà, donc ils sont là. Hein, je veux dire, il y en a plein comme ça, vous aussi, je suis sûr. Et c'est eux qui le vivront. Merci infiniment, Jean Jouzel. Merci beaucoup.